j'ai aussi fait avec ce dirigeable qu'on appelait l'électroplume à l'époque, des vols insensés qui n'existeront plus jamais, puisque j'ai volé au Grand Palais. Dans le Grand Palais. J'y étais. J'ai volé dans le Grand Palais J'étais jaloux. avec l'électroplume. Alors il y a une anecdote rigolote que j'aime bien raconter, c'est que normalement nous on était conviés par Gérard Felzer pour venir montrer ce dirigeable au Grand Palais. Un dirigeable qui faisait 19 mètres de long. On l'a amené, et ce dirigeable, il fallait quand même le gonfler. Et il était plus facile de le gonfler à l'hélium. Et quand on est arrivé au Grand Palais pour s'installer, j'ai dit à Gérard, c'est quand même trop dommage d'avoir autant d'hélium à mettre dans le dirigeable et de pas voler. Et il m'a dit, on est en intérieur, la DGAC n'a rien à voir là-dedans. Tu voles. Et un peu plus tard, quand on en a discuté avec Gérard, je lui ai dit, alors comment c'était la réglementation que tu as mis en place pour le Grand Palais? Il me dit, il n'y en avait pas vraiment, j'étais un peu borderline quand même. Gilles, à ma droite. Oui, bonjour. The Boss, bonjour. Yes, of course. Yes, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu sais quelle émission on est? C'est là. C'est Jump Seat. Oui, mais c'est la combienième? Ah, aucune idée. Ça, je suis pas. Non, moi je compte pas. Je compte pas. Voilà. C'est la 46e émission de Jump Seat. Mais là, tu ne comptes pas toutes les petites émissions qu'on a faites à Friedrichshafen, c'est-à-dire 9 heures de direct en 6 émissions. Tu les comptes pas? Mais tu connais bien l'histoire. Tu as selon les organisateurs, selon la préfecture. Ouais. Voilà. Bon, c'est ça. Ouais. Et puis donc, tu comptes pas non plus les vols de nuit, 2 par semaine. Non, 2 par semaine. 2 par semaine. Ils volent là. Moi, je pense jamais ces gens-là. Je pense qu'on n'est pas loin des. On se rapproche des au moins 70-80. Ah oui, c'est... Ah oui, je les ai pas tous regardés. Eh ben, le replay est fait pour ça. Ah, et donc le replay, on le trouve où? Le replay, on le trouve sur la chaîne YouTube. On n'est pas que tous les deux sur la... Eh ben non, on a notre invité, Pierre Chabert. Bonjour. Bonjour Pierre, bienvenue. Il vient de Grenoble et va nous parler d'un projet qu'ils sont en train de mettre au point, dont on a parlé un petit peu sur Aérobuzz. Donc c'est le fameux projet du premier dirigeable français électrique, qui a donc fait son premier vol le 7 juin dernier. C'est le 7 au matin qu'il a fait son premier vol. 7 au matin, oui, c'est ça. Il y a eu une fenêtre météo qui s'est ouverte. Et... Voilà, on en a profité. Donc on a un invité qui est pilote de dirigeable. Oui, mais de dirigeable ULM, la classe 5 française. Je ne pilote pas les Zeppelin encore. Le Zeppelin NT. Il faut une qualification un type spéciale. Oui, qui est faite chez eux, à Friedrichshafen. Donc, Zeppelin ULM. Alors, l'histoire des ULM, c'est des catégories de poids. Donc, c'est un dirigeable qui a une masse. Oui, alors dans les ballons, dans leur ensemble de la classe 5, puisqu'il y a aussi les ballons air show qui sont de la même classe, ce qui est particulier, c'est que du coup, on pourrait considérer qu'on est un peu hors norme par rapport à l'ULM. Puisque nous, c'est un volume d'hélium embarqué maximum qui est autorisé. Ce volume permettrait de lever 900 kg. Donc on s'aperçoit que là, on est un peu au-dessus de la règle ULM. Mais en même temps, si on veut avoir un biplace, on n'a pas trop de solution, parce qu'un dirigeable, ça lève à peu près la moitié de son lift. C'est-à-dire qu'un dirigeable qui fait 900 mètres cubes, il va être capable de lever 400 kg. Donc là, on retombe un peu dans des proportions ULM. Mais c'est quand même pas mal. Voilà, mais après, il faut rajouter là-dessus les moteurs, etc. Mais bon, la grande majorité des dirigeables, si on fait un calcul rapide, c'est son volume en mètres cubes d'hélium ou d'hydrogène, qui représente des kilos, et on divise par 2, on a à peu près la masse qui serait censée soulever si on voulait faire un calcul rapide. Donc on parle de charge utile, c'est-à-dire donc carburant, passager, équipage, voilà, motorisation. Tout à fait. Donc plus on va avoir une motorisation légère, plus on va avoir des petits gabarits comme équipage, plus on va avoir de la puissance, et on va pouvoir faire des trucs rigolos avec le dirigeable. Des choses marrantes. Ouais. D'accord, on va parler alors donc de choses marrantes, on va peut-être en parler, mais des dirigeables, on va se tutoyer quand même, hein, parce que oui, il faut qu'on se tutoie. Ça va être plus cool. T'en pilotes depuis combien de temps des dirigeables? Alors je dirais que le premier que j'ai construit, qui était un tout petit monoplace, ça remonte à un peu plus de 15 ans, plus près des 20 que des 15. C'était très très artisanal. Une petite barre avec deux moteurs électriques et 2 hélices, suspendue à une sellette de parapente et quelques batteries. Et en tournant la barre, on montait, on descendait. Il y avait un petit empennage avec des petites manettes de parapente qu'on tournait à la main avec des cordages. Mais ceci dit, ça volait très bien. C'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin. Au départ, c'était un peu un challenge, dire tiens, on fabrique des ballons, pourquoi pas faire un petit monoplace rigolo ou électrique. C'était pour voler à l'extérieur ou en intérieur? Alors nous, on a volé à l'extérieur. Alors j'ai aussi fait avec ce dirigeable qu'on appelait l'électroplume à l'époque, des vols insensés qui n'existeront plus jamais, puisque j'ai volé au Grand Palais, dans le Grand Palais. J'y étais. J'ai volé dans le Grand Palais avec l'électroplume pendant 2 ou 3 jours à l'occasion du premier salon c'était de la mobilité verte. Est-ce que c'était pas un salon organisé par un certain Gérard F? C'est ça. Alors il y a une anecdote rigolote que j'aime bien raconter, c'est que normalement, nous, on était conviés par Gérard Felzer pour venir montrer ce dirigeable au Grand Palais. Un dirigeable qui faisait 19 mètres de long. Et on l'a amené, et
Gérard avait organisé avec Air Liquide, je crois, pour qu'on ait de l'hélium, parce que ce dirigeable, il fallait quand même le gonfler. Et il était plus facile de le gonfler à l'hélium, parce que du coup, il tient toutes ses masses correctement, que gonfler à l'air, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il avait prévu l'hélium pour ça. Et quand on est arrivé au Grand Palais pour s'installer, j'ai dit à Gérard, c'est quand même trop dommage d'avoir autant d'hélium à mettre dans le dirigeable et de ne pas voler. Et il m'a dit, on est en intérieur, la DGAC n'a rien à voir là-dedans. J'ai loué le Grand Palais, tu voles. Et oui. Et il a dit d'ailleurs à tous les gens qui étaient là avec des ballons de voler, parce que j'ai pas été le seul à voler dans le Grand Palais. Et un peu plus tard, quand on en a discuté avec Gérard, je lui ai dit alors comment c'était la réglementation que tu as mis en place pour le Grand Palais. Il me dit, il n'y en avait pas vraiment, j'étais un peu borderline quand même. Donc je pense qu'il a fait ça un peu à la sauvage, mais je le remercie parce que nous avons volé au Grand Palais et jamais plus, personne ne volera au-dessus du public. Oui, en plus du public, comme nous c'est ça qui était 3 jours. Extraordinaire. Alors moi j'étais en tant que visiteur, j'y suis allé et j'ai vu ces ballons dirigeables voler là, c'était féerique. J'avais qu'une seule envie. Ils n'emmènent pas des passagers. C'est ça, c'était de monter dans le truc. L'autre était tout était monoplace, il n'y avait pas de biplace. Ouais, c'était extraordinaire, mais c'était d'une poésie. En fait, c'est ça, c'était d'une poésie géniale. géniale. Les petits ballons se croisaient dans le Grand Palais. Et on voyait ça, c'est une espèce d'aquarium. Alors, en plus, le Grand Palais venait d'être restauré. C'était une des premières manifestations. C'est ça. C'était la première fois qu'il reservait. Et alors, faut imaginer cette voûte Eiffel 19e siècle qui est juste d'une beauté extraordinaire. Et il y avait des espèces d'engins de science-fiction pourtant inspirés du 19e siècle. Il y avait Eric Ullmann avec son engin à pédales. Il y avait... on se croisait, alors c'était vraiment, on a l'impression d'être à l'époque de Jules Verne, on se baladait dans le ciel, là, et on croisait que des engins. Ça fait quelle hauteur sous plafond? C'est grand, ça fait plus de 50 mètres, 70 peut-être au milieu. C'est très très haut. D'accord. Sous la grande coupole, c'est très très haut. D'accord. En plus, il n'y avait pas de courant d'air. Il y a des ailes, vous voyez le Grand Palais, comment il est fait, un peu en T, il y a donc des ailes, et quand on est dans les ailes, c'est un peu moins large qu'en plein centre de la nef. Et du coup, le dirigeable que j'avais faisait 19 mètres de long, ce qui est peu, mais qui dans le Grand Palais n'est pas si petit que ça. Et quand je tournais, je regardais toujours derrière moi que le derrière ne touche pas les bords du Grand Palais. C'était assez rigolo. Ah, bah ça, c'est une belle histoire. Voilà, donc ça, c'est une anecdote marrante. Donc, voler dans le Grand Palais, check. Bah oui, c'est comme ça qu'on dit. Tu sais, chez les jeunes. Ouais. Et donc, avec Gérard Felzer, vous avez fait d'autres bricoles aussi, quand même. Oui, on a fait notre première traversée de la Manche en électrique, qui nous a valu un triple record d'ailleurs à l'époque, et qu'on a raté une première fois, et qu'on a refait... Vous êtes tombé à l'eau? Non, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, parce que le vent est arrivé, on a eu tout contre nous ce moment-là, c'est que on démarrait, on avait prévu de faire Douvres-Calais, c'est-à-dire qu'on partait d'Angleterre et on arrivait en France. Et on devait donc être la veille au petit matin les équipes techniques à Douvres pour gonfler le ballon qu'on emmenait dans un camion. Et il devait être gonflé à l'hélium évidemment sur place. Air Liquide de l'Angleterre devait nous livrer l'hélium, ce qu'ils ont fait. Et nos équipes qui étaient sur place, quand ils ont voulu gonfler, sont aperçus que sur les cadres, ce sont des grands cadres remplis d'hélium normalement, il était marqué azote. Donc en fait, ils ne nous ont pas livré d'hélium, mais de l'azote. Bien évidemment, on ne pouvait pas gonfler. Donc après moult coups de téléphone, les Anglais malgré tout ont quand même réussi à venir avec un smirmorque d'hélium qui est arrivé le soir, alors que le soir le ballon aurait dû être gonflé, et le lendemain matin on décollait. Et donc nous quand on est arrivé le soir même, en début de soirée, à Douvres, où on était censé être prêt à prendre un peu de repos et se préparer à regarder le dirigeable, faire quelques réglages, il n'était pas gonflé. Donc on a passé toute l'équipe avec eux la nuit à gonfler, donc on n'a pas dormi. Et au petit matin, il fallait partir et on n'était pas tout à fait prêt à l'heure prévue, qui était plutôt une heure très tôt le matin vers 7h, parce que c'était le bon moment. On a réussi à décoller à 11h. Le vent s'était un peu levé, pas trop, mais ça s'annonçait forcissant. Et on nous disait en permanence, vous avez toute une équipe de journalistes qui vous attend à Calais. Donc on va dire, sans accuser qui que ce soit, qu'on avait un peu la pression journalistique. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Et on a dit on y va, mais malheureusement on a quitté la falaise de Douvres, qui est magnifique, on part, on a cette grande falaise de craie, la verticale, on part, et dès qu'on a été dans l'air, on a commencé à voler de travers puisqu'il y avait du vent, on s'est dit c'est pas gagné, et arrivé au milieu à peu près, on avait consommé plus des 3/4 des batteries, et le vent forcissait. Donc là on regardait le GPS, on avait une vitesse R qui existait, mais au sol on n'avançait pratiquement plus. Donc là, j'ai dit à Gérard, je crois que Gérard, il faut faire une croix sur la traversée aujourd'hui, on n'y arrivera pas, sans être remorqué. Le record, c'était de ne pas l'être remorqué. Bien sûr. Et donc là, effectivement, on avait la SNSM avec nous à cette époque-là, et qui est venue nous remorquer jusqu'à Calais. Donc, première tentative ratée. Donc ça s'est fini en remorquage. Ça s'est fini en remorquage. Et donc, pas de traversée, mais on n'est pas resté sur un échec avec Gérard. On s'est dit,
on retravaille le sujet et on repart. Et on a décidé de le faire dans l'autre sens du coup. Et on a fait Cap Grinet, l'Angleterre, on est arrivé... Combien de temps après ? 2 ans après. Ah, quand même. Première tentative 2011, deuxième 2013, et là on l'a réussi. D'accord. Et là, donc, ça s'est mieux passé. Ça s'est super bien passé, magnifique. Une traversée sympa, ça dure 2 heures et quelques. C'est une machine qui volait à basse vitesse, ça volait à 20 à l'heure, cette petite machine. Ouais. Donc c'est 2 heures et quelques de traversée. En 2 heures, fait en 30 minutes. Dans la Manche, en 2 heures, il peut se passer des choses, même si la météo prévoit d'être calme. C'est très compliqué d'être persuadé de ce qui va se passer 2 heures après dans la Manche. Ah oui. C'est un endroit un peu compliqué, oui. Les météorologues, on avait un grand routeur, le même que Solar Impulse, Luc Trulleman, et il nous a dit c'est pas simple, mais là, c'est le bon jour, allons-y. Donc, 2 heures de vol au-dessus de la Manche, en dirigeable avec un moteur électrique, c'était en quelle année ? 2013. 2013, donc déjà, dès 2013, on commençait à parler d'aviation électrique légère, ultra légère. À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup parce qu'on était un peu des outsiders, donc les gens nous regardaient avec le sourire en disant ils sont marrants, ils font des choses rigolotes, mais ça n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont changé d'avis, mais à l'époque, beaucoup pensaient qu'on n'avait pas d'avenir. L'avenir du dirigeable, ça c'est une vraie question, on y viendra un petit peu après, mais d'ailleurs, on va parler du... On va en parler. Oui, on me dit que je parle trop loin du micro, mais le siège est tellement confortable que j'ai été mis en position repos. On va parler de l'avenir du dirigeable un tout petit peu après, mais là, on va parler du projet en cours, parce que si tu es là sur notre plateau, c'est de parler du Lelio, qui a donc fait son premier vol la semaine dernière, qui est le premier dirigeable électrique français. Alors pas tout à fait, puisqu'il y a déjà eu des tentatives. Alors comment on définit le projet ? J'aurais même tendance à dire que c'est pas le premier, parce que le premier dirigeable mondial, on va parler d'une centaine d'années maintenant, était un dirigeable français, il était électrique. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc voilà, donc c'est un peu retour aux sources. En commentaire de l'article qu'on a publié cette semaine sur ton vol, on a eu justement une remarque de ce genre-là, et c'était Popo Aviateur, Michel Polacco, qui nous a dit que non, c'était pas le premier avion. Et il s'appelait le France, je crois. Tout à fait. Et le France, il y a... Je crois même qu'il s'appelait La France. La France. Oui. Je me demande s'il n'a pas été construit à Chalais-Meudon, qui vient d'être restauré. Et il en reste une relique, il y a une poutre il n'en reste qu'une poutre, elle est exposée dans la grande galerie du musée du Bourget, et il me semble qu'elle est en photo sur un reportage que j'avais fait quand elle avait été réinaugurée. Donc la France, le dirigeable de la France. Mais la France, voilà. Donc nous, on ne prétend pas être le premier dirigeable électrique. Ce que l'on veut faire, c'est d'être le plus rapide. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à battre un record sur les dirigeables électriques, il n'y en a quasiment pas, puis celui de l'époque de la France, c'est très pas trop dur à battre. Mais non, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire un peu mieux, sans aller chercher des choses incroyables, un peu mieux que le Zeppelin antique, qui est homologué officiellement, qui a fait son record à 115 à l'heure, et donc homologué officiellement par la Fédération de l'aviation internationale. On a le même objectif, c'est de faire un record homologué par la Fédération de l'aviation internationale, donc de dépasser 115. Après, à 116 ou à 118, on l'aura dépassé, mais voilà. Donc c'est vraiment un dirigeable conçu, imaginé, vraiment pour être un appareil uniquement de record, pour le moment. C'est un appareil qui a été conçu pour être un appareil de record, mais bien évidemment, on se doute qu'après le temps passé et les sommes utilisées pour le construire, on va quand même l'utiliser à autre chose. Et il deviendra probablement assez rapidement un dirigeable école. C'est-à-dire qu'on apprendra à piloter avec ce dirigeable. Alors j'imagine que pour les gens qui sont intéressés, aller passer son permis sur une Ferrari, c'est sympa. On est bien d'accord. Il y a une question de 0K que je trouve très pertinente et très amusante en même temps. Question peut-être idiote, mais il n'y a pas de question idiote. Il y a des réponses des fois. Le principe du dirigeable, c'est qu'il est gonflé à l'hélium et qu'il est plus léger que l'air. Du coup, il monte. Mais comment on descend ? Oui, alors, en fait, on règle un peu le dirigeable comme on veut. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il est bien plus léger que l'air. Évidemment, quand on rajoute les pilotes pour un peu qu'ils aient bien mangé et qu'ils emportent leur casse-croûte, on est un peu moins léger que l'air. Et puis, on a des ballasts. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant de voler ? On décide du poids à laquelle on va voler. Très souvent, or nous, dans nos dirigeables, surtout quand on cherche à faire un record, on vole assez proche de l'équilibre. C'est ce qui nous permettra d'aller le plus vite. Mais quand on dit assez proche de l'équilibre, on peut être soit montant, auquel cas, à part soupaper de l'hélium ou utiliser les moteurs pour descendre, on aura des petits soucis, soit légèrement descendant. Pour vous donner un ordre d'idée, celui-là, c'est un dirigeable qui fait 600 mètres cubes, donc il a une force de levage théorique de 600 kg à peu près, et on va le faire voler avec une petite dizaine de kilos de poids. Donc c'est ridicule, mais ça veut dire simplement que si on tombe en panne, on va descendre tout doucement, tranquillement, et on se posera là où on peut dès qu'on aura un champ qui s'y prête. D'accord.
On voit les images d'ailleurs c'est le vôtre. Hein, c'est le premier vol qu'on a fait il y a quelques jours. La préparation, il y a encore des réglages de la préparation. C'était un vol initiatique, hein, c'était juste pour voir si l'ensemble de la machine correspondait à nos calculs et était en capacité d'emmener les 2 pilotes, la technique, le matériel. Alors justement, les 2 pilotes, alors on l'a vu très brièvement, si on reprend le film au début, la façon dont l'équipage est installé sous l'appareil, moi, comment dire, les amateurs de sensations fortes risquent d'être volontaires assez en grand nombre pour venir tester parce que vous êtes suspendu sous l'appareil. Il n'y a pas de gondole, il n'y a pas de siège, vous êtes suspendu. On est suspendu sur des sellettes de parapente, donc ça ressemble quand même à un petit siège textile, mais c'est la solution la plus légère pour être accroché à un engin volant. Alors ça, c'est une position qui est très temporaire, qui est toute la période où on va travailler la mise au point du dirigeable. Il y a beaucoup de réglages à faire dessus, hein. Il y a beaucoup de trim à faire sur les ailerons, il y a beaucoup de choses à faire, donc il y a une période d'abord d'apprentissage. C'est une machine qui a été imaginée mais qu'on ne connaît pas en vol, donc on a besoin de voler avec pour savoir comment elle fonctionne. Et effectivement, les premiers vols vont être un peu spartiates, sous forme de suspendus à des sellettes. Ça permet d'abord d'avoir les oreilles et les sensations de ce que la machine fait. On va entendre les moteurs, on va entendre les gouvernes qui bougent, on va entendre les choses, on va les voir, on va les sentir. Et donc ça permet d'appréhender vraiment la réponse de la machine à chaque action qu'on fait. Et c'est ce qu'on peut imaginer de mieux pour vraiment décider de quelle est sa façon de voler. Alors, moi, pareil, une question peut-être de béotien. Je pensais que les dirigeables se manœuvraient comme des avions selon 3 axes, donc gouverne de profondeur, gouverne de lacet, donc palonnier, manche, manette des gaz. Là, non. Comment ça se pilote ? Alors, on a quand même des gouvernes, évidemment. On a des gouvernes de profondeur et de direction et de lacet, donc. On a aussi des moteurs, ceux d'en haut, qui sont tournants, c'est-à-dire qui sont vectoriels. On est capable de pousser vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Donc, vous avez une manette sur la console centrale qui vous permet de diriger les moteurs, et c'est ce qui va diriger le dirigeable. Oui, alors quand on va être en vol, on pourra fonctionner dès qu'on a un peu de vitesse comme un avion. C'est-à-dire qu'en fait, on aura les gouvernes de profondeur, on aura de quoi accélérer avec les moteurs et la gouverne de direction, et ça fonctionnera principalement dès qu'on a de vitesse, exactement comme ça. Tout est différent quand on est à très basse vitesse. Ah, voilà. Parce que là, du coup, il est capable de poser, de décoller vertical. Forcément, les gouvernes ne servent plus à grand-chose à ce moment-là. Et donc, on a besoin d'avoir les moteurs avant qui soient effectivement en hauteur et qui soient réglables vers le haut, vers le bas, etc., pour faire des propulsions dans le sens qu'on souhaite. Et dans la gouverne de direction, sur la partie basse de la gouverne de direction, on a des toutes petites turbines qui permettent un petit peu comme un propulseur d'étrave sur un bateau, de pousser l'arrière, même à l'arrêt. On peut tourner sur place quand on est arrêté, et avoir finalement des manœuvres qui se rapprocheront plus de celles d'un hélicoptère que d'un avion à ce moment-là. Et on décolle évidemment totalement vertical, ce qui est le cas du Zeppelin T. Oui. Il fonctionne de la même manière, il a les moteurs principaux qui sont réglables, il décolle vertical. Ils font des décollages, des gens qui vont à Friedrichshafen qui vont pas et les 2 moteurs du bas qu'on voit sur les images... Non, on y va pour travailler, nous, monsieur. Les 2 moteurs qui sont en bas, qu'on voit sur les images, sont ce qu'on appelle, nous, les boosters, c'est-à-dire que leur objectif, c'est le record. Ces moteurs-là, quand on aura fini le record, vont être démontés. Ah oui. C'est-à-dire que ce dirigeable fonctionnera qu'avec les moteurs du haut. D'accord. Alors, c'est un dirigeable électrique, donc il fonctionne avec des moteurs électriques, il y a une batterie. Des batteries dans les ailes. Elles sont où, justement, les batteries? Tu les mets où? Elles sont dans les ailes moteurs. Vous voyez ces petites ailes blanches qui tiennent les moteurs? Chaque moteur a ses propres batteries dans l'aile. D'accord. Un des objectifs de ça, c'était d'avoir Il y a on consomme beaucoup. Au moment où on va très fort, on consomme 200 ampères en 100 volts. Et donc 20 kW par aile. Et donc, si on mettait les batteries plus loin, ça nous obligeait à des très gros câbles. Ouais. Et qui dit très gros câble dit beaucoup de poids. Bien sûr. D'accord. Et donc combien de kilos de batterie il y a sur le dirigeable? On a par aile une vingtaine de kilos. Donc on a 80 kilos de batterie au total. Est-ce qu'il vous donne une autonomie actuellement en temps de vol? À vitesse max, on est à 7 minutes. Ouais. En vitesse normale, qui est un vol à 60 à l'heure, qui serait sa vitesse de croisière, on peut voler 1h30. Ah oui, donc ça va. Okay. Ça permet de faire des baptêmes de l'air, de faire on des pourra cours faire de des baptêmes de l'air, de la formation. Et elle est en quelle matière, l'enveloppe? C'est un textile particulier qui a été construit par un fabricant qui s'appelle Porcher, qui est un fabricant qui fabrique beaucoup de textiles techniques, et dans la région lyonnaise évidemment.
Je dis évidemment parce qu'il y a beaucoup de fabricants textiles techniques en région. Parce que là, je ne sais pas si on l'a dit, mais tout ça, c'est dans la région de Grenoble. Ça, c'est à Grenoble, mais nos fournisseurs sont très rhône-alpins. D'accord, circuit court. 80-90% des fournisseurs sont rhône-alpins. Notre principal sponsor qu'on voit sur les images, Coesio, est à Valence. Le siège est à Valence. Mais la mécanique est faite dans la région grenobloise. Les textiles sont faits dans la région lyonnaise. Alors, les batteries viennent d'Allemagne parce qu'on n'a pas trouvé tout à fait ce qu'on voulait sur place. Mais voilà, mais sinon, beaucoup de choses sont faites ici. D'accord. Il y a des questions concernant les limitations, conditions météorologiques acceptables, vitesse du vent. C'est quoi? Alors, ça, c'est d'ailleurs un des objectifs de ce record, c'est de montrer qu'un dirigeable avec pas trop d'énergie, puisque là, nous, on va avoir 115 chevaux, donc on est un petit ULM, peut sortir avec du vent. Pour sortir avec du vent, ce qu'on oppose souvent au dirigeable, dès qu'il y a du vent, il sort plus. Bon, si on peut sortir avec du vent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vite. On est capable de lutter contre le vent. Donc ça veut dire qu'on peut sortir avec du vent. Donc il y a des phases, on voit le dirigeable qui sort de son hangar, ce que nous on appelle les interfaces, qui sont critiques. Donc avec beaucoup de vent, il ne peut pas sortir de son hangar parce qu'on le met en danger. Mais dès qu'il est à sa fixation extérieure, il peut y avoir du vent, ça pose plus de problème. Et lui, on espère montrer dans les semaines et les mois qui viennent, qu'il va être capable de sortir avec 30 km de vent établi avec des rafales à 50 ou 60. Ah oui, d'accord. Oui. Et à partir de là, on va dire, c'est un ULM comme les autres. D'accord. Et donc, il pourra servir pour des missions école, sans contraintes, sans plus de contraintes qu'un avion léger. C'est une des démonstrations qu'on veut faire. D'accord. Mais la grosse démonstration, ça va d'abord d'établir ce fameux record de vitesse. Voilà, parce que là, il y a un vrai challenge. En fait, comme on veut, nous, notre mission, c'est d'essayer de redorer le blason des dirigeables. On est convaincus que c'est un engin volant d'avenir. C'est une rétro-innovation, mais c'est un engin volant d'avenir. Justement, je t'interromps juste une seconde, on va lancer le sondage. On a prévu un petit sondage pour les gens qui sont sur le chat. Les dirigeables, selon vous, plusieurs possibilités. C'est des engins les plus lourds que l'air, ont un avenir florissant devant eux. Est-ce que ça va rester un marché de niche? Deuxième. Pour la deuxième. Ouais. Pour la troisième option, c'est la mienne. Je veux la QT. Je veux voler dessus, ça m'intéresse. Et puis la quatrième, je sais pas, qu'en pense Science et Vie. Voilà, puisque tous les ans, Science et Vie nous fait un numéro spécial, le retour du dirigeable. Et bon, un jour, ils vont finir par avoir raison. Ils vont revenir. J'espère. Peut-être grâce à vous. Oui. Donc voilà, alors comme la fois précédente, le sondage va s'afficher dans le chat, vous répondez. Et puis, vous nous donnez votre opinion sur ce que vous voyez comme avenir pour les dirigeables. Donc vous avez 1 ou 2 minutes pour y répondre. En attendant, il y a quelques réactions intéressantes sur le chat. Théoriquement, vous pouvez voler partout. Quels aérodromes pourraient ou accepteraient de vous recevoir? Est-ce que c'est un aéronef comme les autres et qui peut voyager entre 2 aérodromes, s'annoncer à la radio? Bonjour, on vient se poser. Ça pourra. Alors il y a déjà l'aérodrome du Versou à côté de Grenoble qui est en train de préparer un hangar pour un autre dirigeable ULM qui est en train de se préparer aussi. D'accord. Donc le Versou met déjà en place une stratégie, une organisation pour accueillir en son sein, au milieu des hélicoptères, des avions et le reste. C'est des circuits d'approche qui seront proches de ceux des hélicos, par exemple, ou il faudra adapter, vraiment? Là, sur le Versou, de ce que j'ai cru comprendre, au départ, ils visaient un peu les circuits hélicos en modifiant les choses, et il me semble, comme il y a aussi des planeurs sur le Versou, qui vont plutôt choisir les circuits, pas à la même hauteur, mais des circuits qui sont plutôt ceux des planeurs et des lancements des planeurs. Mais c'est en cours, ils sont en train de regarder, c'est peut-être même l'aérodrome qui fera un peu figure c'est un test. De laboratoire. Oui, de regard pour les autres. Ouais, tiens, on veut mettre des dirigeables, ou en tout cas on veut pouvoir les accueillir, comment on fait? Et plus tard, on pense qu'on pourra se poser. Nous, on est en discussion avec le directeur de l'aérodrome de Valence, Chabeuil, qui est où là il y a déjà des jets et compagnie, qui était là et qui est enchanté et qui pense qu'on pourra organiser aussi des atterrissages chez eux. Donc je pense que petit à petit, ça va se mettre en place avec les aérodromes, voire les aéroports. Les aéroports, c'est un petit il faudra avoir les aérodromes en tout cas. Il faudra avoir aussi l'autonomie pour aller d'un aérodrome à l'autre. Oui, alors ça c'est encore une autre histoire, mais oui, c'est ça. Et puis il faut un peu d'équipement, il faut un peu de connaissances. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des mâts pour s'attacher, des choses prévues pour pouvoir atterrir quand même. Bon, ça c'est l'avenir. Alors le sondage est en route. Pour l'instant un peu plus niche, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? T'es dessus? Alors nous... Oui, il est parti. Oui, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah oui. Bon, on va échanger. Bon, alors, on va attendre que ça s'affiche. C'est déjà parti là, il est bientôt fini. Ah, il est bientôt fini, voilà. Bah, c'est ça, mais on n'a pas le compte à rebours, Donc, nous, on n'a rien. Donc je rappelle. Donc, est-ce que c'est un marché florissant, un marché de niche? Est-ce que vous avez envie de voler dessus, ou alors est-ce qu'il faut attendre que Science et Vie nous indique le sens du vent? Donc bon, alors toi, Pierre, on n'a pas de doute. Pour toi, c'est Forcément, sinon Oui. je ne serais pas là. voilà. C'est clair. Donc toi, tu moi, je veux la QT. Fred, tu as dit que tu voulais la QT. Ah, mais je veux faire un tour. Moi, je sais que ça m'intéresserait bien de faire Voilà. un vol, mais après, je serais tenté de dire quand même, s'il faut faire une réponse sérieuse, je serais plutôt tenté de dire que c'est un marché de niche quand même, non? Je crois que c'est un marché de niche. On espère juste, nous, que ça pourrait être un peu plus que ça. Alors, Mais non, alors, là, on regarde le loisir, on regarde plutôt le côté Oui, patient. Je oui. vois avec un dirigeable qui est beau, qui peut être sympa, qui peut être agréable. Moi, je crois qu'on a beaucoup de travail aérien à réaliser avec des petites machines comme ça qui pourraient, de façon très harmonieuse, c'est-à-dire sans rejeter beaucoup de CO2, faire des stationnaires longs pour faire de la surveillance, pour faire du contrôle, pour faire, j'irais presque dire, pourquoi pas les livraisons à Google oui. ou à Amazon. Question d'autonomie, de vitesse. Voilà, mais De masse mais aussi nous, d'emport, sachez masse. que ce dirigeable, un peu après son record, sera équipé de panneaux solaires et qu'il aura une autonomie quasi illimitée à basse vitesse. Tu les mettras où, les panneaux solaires? Sur le haut, toute la partie haute, on a prévu déjà. Donc souple alors. Ils sont souples, c'est un travail qu'on est en train de faire avec une société de la Trinité qui s'appelle EOL. Ah oui. Et, parce qu'on projette avec le même de faire la traversée de la Méditerranée, donc ce sera un peu plus long. D'accord. Ouais, Et donc, une fois équipé de panneaux solaires, ça devrait quand même être. Ça restera un marché de niche au départ, mais il faut refaire la preuve d'eux. ouais. Et 67% de nos viewers, c'est ça, Ouais, c'est ça, oui. sont d'accord. Deux tiers, ouais. C'est une marché niche. Ceci dit, les niches. Mais les niches sont souvent sympas. Puis il y en a des grandes. C'est ça, ouais. Voilà, donc. Une niche qui s'agrandit. Et alors, donc, il y a, en ce moment, il y a d'autres projets de ballons. Et celui qui fait le plus parler de lui, c'est Flying Wells. Flying Wells, oui, qu'on connaît bien, qui sont des amis. Mais pour l'instant, qui n'a pas encore volé. Qui n'a pas encore volé, qui est encore à l'étude. Ça fait déjà un paquet d'années qu'ils sont à l'étude, qui va probablement, je ne sais pas si je donne un scoop, mais faire des dirigeables plus petits dans un premier temps pour apprendre à voler. Mhm. Et c'est un projet auquel je souhaite de tout mon cœur qu'il réussisse, parce que je pense que c'est très important. Alors moi, je suis heureux de dire que la renaissance du dirigeable, elle est française finalement. Nous, on tente avec des petites machines d'intéresser les jeunes, parce que c'est un peu un de mes objectifs aussi. L'avenir du dirigeable passera par les jeunes. Et un engin qui est beau et qui va vite, forcément, ça intéresse les jeunes. Toi, tu voulais faire une QT, j'espère qu'il y a des jeunes de 20 ans ou de 18 qui auront envie de la faire. Oui, s'il y a des matériels pour le faire, s'il y a après, il y a des questions de budget Voilà. quand on est jeune, mais voilà. Je rebondis aussi parce que je trouve la question, encore une fois, très intéressante. Combien de temps pour le gonfler? Combien de temps, surtout, l'hélium reste utilisable dans l'enveloppe. Il y a des Alors, pertes. l'hélium reste utilisable tout le temps. Ce qu'il faut juste expliquer, c'est que les tissus qu'on utilise, qui sont forcément relativement légers, performants, assez solides mais relativement légers, ont une porosité à l'hélium qui n'est pas à l'air. Le gonflé à l'air, il reste tout le temps pareil. À l'hélium, les molécules sont fines, elles passent à travers la matière. D'accord. Donc on a un petit peu de porosité. On en perd un petit peu tous les jours. Donc l'hélium, tant qu'il est dedans, il peut durer 10 ans, mais il diminue petit à petit. Mais c'est la porosité du tissu. Du tissu, de la matière. Ouais. Alors, parce que les particules sont extrêmement fines, on ne peut pas trouver de tissu qui se permettent de faire... Alors, il y a un gonflage une fois dans la vie de l'appareil. Ça se travaille. Alors, c'est quand même ce qui se fait. Zeppelin gonfle, a priori, une fois et après, il rajoute de l'hélium. Il le complète. De temps en temps, on le purifie. D'accord. Il se peut qu'il y ait aussi des choses qui rentrent dans le ballon, de la vapeur d'eau, différentes choses qui viennent nous déranger parce que ça fait du poids, et puis que ça donne moins de lift, notre pouvoir de levage. Donc, on peut le purifier aussi. Il y a évidemment tous les fabricants de tissus qui travaillent, enfin ceux qui travaillent sur ce sujet évidemment, à améliorer tout ça, donc par un complexage de ce tissu-là, des matières qu'on apporte diverses et variées, pour diminuer ce taux vers quelque chose du plus petit possible, l'hélium étant très cher. Oui, alors, ça justement, l'hélium... Alors l'hélium, il y a 20 ans, ça coûtait 5 euros le mètre cube, Ouais. Aujourd'hui ça coûte 50. Parce qu'il faut de l'électricité pour produire, parce que... Non, il en faut, mais surtout c'est un gaz rare qui n'est pas fabriqué en synthèse, Ah, qu'on d'accord. trouve dans des nappes, et qui est beaucoup moins important que le pétrole ou le méthane, etc. D'accord. Et donc, forcément, il est cher. Il y a souvent des polémiques entre ceux qui l'ont, la Russie, le Canada, les pays du Maghreb ou l'Algérie, qui ont des vastes gisements.
Et évidemment, avec la Russie, ça a plombé pas mal le prix de l'hélium, puisqu'il y a des grosses fabrications en Russie. Mais l'utilisation de l'hélium par les dirigeables, c'est un gaz qui sert à quoi? Au médical, beaucoup. Ah voilà. Ah oui, donc oui, donc il peut y avoir des tensions très fortes. Au médical, beaucoup. Et justement, quand il y a des tensions, on sert ceux qui ont des dirigeables en dernier et les hôpitaux d'abord. D'accord, mais même avec un coût élevé, si on remplit l'appareil une fois dans sa vie et qu'on complète, à condition que ce ne soit pas de temps en temps, ça reste quelque chose qui a un budget qui n'est pas... Par rapport au monde de l'aviation, c'est un budget qui est raisonnable. Ouais. Et moi, j'aimerais rajouter un petit point important, c'est que nous, enfin quand je dis nous, c'est tous les membres de Transocéan et tous ceux qui croient à ces projets-là, à celui-là, mais à ceux qui viennent après, on est persuadé que l'avenir du dirigeable sera de nouveau à l'hydrogène. L'hydrogène a fait une mauvaise histoire avec l'Hindenburg. Il faut quand même savoir que depuis les années 17-18, les grands zeppelins, en grand nombre, volés autour de la planète, ont fait des centaines de milliers de kilomètres, ont emmené une multitude de passagers, et c'est le seul à avoir brûlé de cette manière-là. Il y a eu des accidents, mais c'est le seul qui a fait un tel mauvais buzz, bien sûr, parce qu'il était filmé, et parce qu'il avait la croix gammée, avait la croix gammée dessus, parce que c'était l'époque où Hitler arrivait en force, donc il avait toutes les raisons d'être décrié, et donc on a diabolisé l'hydrogène. Oui, parce que des crashs de dirigeables, il y a eu le Macon, par exemple, qui est un appareil de l'US Navy aussi, mais ça n'a pas été filmé, donc ça n'a pas eu le même impact. Et puis dans les crashs de dirigeables comme celui du Hindenburg, il y a eu 36 morts, mais il y en a eu les 2/3 de sauvés. Ce qui n'est pas le cas en général dans l'aviation traditionnelle. Et donc je crois que l'hydrogène, s'il est maîtrisé, aujourd'hui les matériaux, les technologies de surveillance, les capteurs qu'on peut mettre partout, permettent d'éviter définitivement un incendie. Et puis on fume beaucoup moins dans les aéronefs qu'à l'époque. Pour vous donner un ordre d'idée, fabriquer de l'hydrogène en synthèse, parce que ça on sait très bien faire, aujourd'hui le particulier qui s'achète un petit électrolyseur et qui a envie de le fabriquer, ça lui coûte 2 € d'électricité pour 1 mètre cube, alors qu'on est à 50 € du mètre cube pour l'hélium. C'est pour ça que je dis que l'avenir est à l'hydrogène. Et c'est pas limité, on en a beaucoup, il suffit d'un peu d'eau et d'électricité. Et c'est quelque chose auquel tu songes? Oui, alors nous on pense faire un mélange assez rapidement entre de l'hélium et de l'hydrogène. Oui, mais ça peut permettre aussi de pour avoir un hydrogène passivé, je pourrais le dire comme ça. Et donc on est en train de travailler un peu sur ce sujet-là pour que du coup le refueling coûte un peu moins cher. D'accord. Et petit à petit dériver quand on sera sûr de notre coût vers de l'hydrogène pur. Avant, il y aura une tentative de record de vitesse. Donc la vitesse à battre a été établie par Steve Fossett. Tout à fait. Sur un Zeppelin NT. Voilà. À 115 km/h. Alors c'est pas le record absolu pour un dirigeable parce que j'ai lu que certains avaient passé les 140. Il y a d'autres écritures qui disent un certain nombre de choses, mais dans cette catégorie-là, n'ont pas été homologués surtout par la Fédération de l'aviation internationale. Voilà. Donc le record à battre est de 115 km/h. Le Zeppelin NT, il avait besoin de 600 chevaux pour... Oui, 600 et quelques chevaux en thermique. Voilà, donc un engin plus léger, plus aérodynamique, puisque vous dites que dans votre communiqué de presse que vous avez un CX, vous avez fait un travail énorme sur le CX, vous avez celui d'une fusée ou d'une balle de fusil. C'est à peu près ça. Oui. Pas mal. Donc un aéronef, très fin, peu motorisé mais suffisamment, très léger. Vous rêvez d'atteindre quelle vitesse? En fait, on pense qu'on peut atteindre 130. Mais après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore, et on va découvrir ça dans les vols que nous allons faire cet été. C'est quid des vibrations sur un engin entièrement... Nous, on n'est pas en semi-rigide, on est entièrement gonflé, entièrement pressurisé. Oui, il n'y a pas de structure. Hein. Voilà, alors il y a quelques petites barres qui traversent à l'endroit des moteurs, mais ça s'arrête là. Tout le reste est entièrement souple. Donc, ce qu'on ne maîtrise pas encore, c'est les phénomènes vibratoires qui risquent d'arriver. Alors, seront-ils gênants totalement, définitivement ou pas, et comment on les traite? Donc ça, c'est ce qui va arriver rapidement. Et malheureusement, on n'a pas de précédent. C'est-à-dire qu'aucun engin dit blimp, c'est-à-dire entièrement pressurisé, n'a volé à ces vitesses-là. Ceux qui ont volé à des grandes vitesses, c'était des rigides. Et alors, comment vous allez explorer le domaine de vol? Vous savez déjà comment vous allez le faire? Alors oui, on va faire ça vraiment façon pilote d'essai, c'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord commencer à apprendre à piloter la machine. On va voler à 30 à l'heure ou à 40 pendant 2 mois. Apprendre à atterrir, à décoller quand il y a du vent, quand il n'y en a pas, quand c'est travers, quand c'est ceci, quand c'est cela. Ça permet aussi aux équipes au sol de travailler, parce qu'en fait un dirigeable, c'est aussi des gens qui vous accueillent, et des gens qui vous pèsent et qui vous lâchent. Donc apprendre aux équipes au sol à bien maîtriser l'affaire pour qu'on soit tout à fait en connexion, et en sécurité du coup. Et puis une fois qu'on a l'impression de maîtriser la machine et que c'est notre petit jouet, alors on va commencer à accélérer, mettre des capteurs un peu partout et regarder ce qui se passe. Bonne nouvelle, ça vole bien et ça se passe facilement. Bon, on se rapproche du record assez facilement.
Il y a des petits inconvénients, on s'aperçoit que tel aileron ou telle chose vibre et nous génère une résonance qui nous paraît dangereuse parce qu'on la voit, parce qu'on l'entend, parce qu'on la mesure. Auquel cas, si on n'a pas la compétence pour régler ces vibrations, on fera appel à des spécialistes, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment calés dans ce domaine-là, pour leur dire comment on va gérer cette vibration. Est-ce qu'on rajoute un haubans? Est-ce qu'on met une mastote quelque part? Bref. Une fois qu'on aura traité ces problèmes, s'ils arrivent, et bien petit à petit, on continuera à s'approcher de la vitesse record quand on sera capable de l'atteindre, et que quand bien même il y aurait des vibrations, mais qu'elles ne soient pas dangereuses, c'est ça l'histoire. Oui, on peut avoir une vibration, il y en a partout, mais il ne faut pas qu'elle soit destructrice. Et le risque, il est là. Et donc à partir de là, on se dira, ça y est, maintenant on est prêt, on appelle les chronométreurs, on appelle la presse, et on fait la fête, et on bat le record. Alors j'ai jargonné tout à l'heure, j'ai parlé du CX. Alors le CX, c'est un coefficient de pénétration dans l'air. Dans l'air, tout à fait. C'est le calcul de l'aérodynamique pure, Voilà. du projectile, de l'engin, de la fusée, de la voiture. On en parlait beaucoup à une époque sur les voitures. Record, chronométreur. Alors comment ça se passe ce record? Parce qu'il est très particulier. Il se fait pas. Enfin, c'est un record de distance sur 1 km. En fait, c'est la façon dont on homologue n'importe quel avion officiellement pour sa vitesse. Le fabricant peut toujours dire il va à 3000 à l'heure. Très bien. La FAI s'en fout complètement. Il faut le prouver. Donc la règle qui a été mise en place par la Fédération de l'aviation internationale, c'est de dire vous avez une fenêtre de 1 km. Et les chronométrages sont au sol, ça paraît surprenant, mais c'est comme ça. Donc je pense que ce sont des chronométrages optiques, un peu comme les chevaux qu'on a. On ne doit pas être au-dessus de 500 mètres sol, parce que je pense qu'après le chronométrage optique ne marche plus très bien, même si c'est des lasers. Et donc on traverse cette fenêtre lancée, qui fait 1 km. Ils enregistrent le temps qu'a pris cette traversée. On va faire demi-tour et on la repasse dans l'autre sens. Il faut qu'entre l'entrée dans la fenêtre et la sortie au deuxième passage, il ne soit pas passé plus de 10 minutes. Si on dépasse les 10 minutes, pas homologué. Si on est au-dessus de 500 mètres, pas homologué. Et la boîte, dans le sens de notre avancée, le petit carré dans lequel on doit rentrer, fait 100 mètres par 100. Donc si on sort de ce carré, pas homologué non plus. D'accord. Donc il y a des règles qui sont celles de la FAI. Alors, ça se fera dans la vallée, ça entre se Grenoble ça se fera. Le hangar du dirigeable sera un des points de chronométrage. Ah oui, d'accord. Donc vous savez où vous allez le faire. Exactement, ce sera un point de chronométrage. Et on a déjà repéré un champ à 1 km plus loin, dont on a déjà pris les contacts avec les propriétaires du champ, proposer la deuxième partie du chronométrage. Et donc ça se fera dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de démarrer de chez nous. On est électrique, on marche sur batterie. Donc si on doit aller le faire beaucoup plus loin, on va déjà perdre de l'énergie pour y aller. En partant de chez nous, c'est là où on a le maximum de chances d'être au bout. Le fait d'être dans une vallée pose c'est un problème ou pas? C'est mieux d'être en espace ouvert, de faire ça au-dessus de la Beauce, en dehors des problèmes de logistique, bien sûr. Moi, je pense qu'on peut le faire un peu où on veut. On avait même imaginé à une époque, mais c'est plus compliqué en logistique, le faire, parce qu'on avait toutes les attentions du prince de Monaco pour ça, et de la fondation Albert II, le faire sur la baie de Monaco. Ça avait comme avantage que les chronométrages, on pouvait les décider 2 heures avant et poser les barges au bon endroit pour être pile dans l'axe du vent s'il y en a. Le mieux pour arriver au bout, c'est pas de vent. Parce que si tu fais un aller-retour, à un moment, tu l'as fait. S'il est pile dans l'axe et qu'on a la chance d'avoir le même vent à l'aller et au retour, on va dire que l'un va compenser l'autre. Mais il y a quand même toutes les chances qu'il ne soit pas pile dans l'axe. Donc il va vous pénaliser à l'aller comme au retour. Donc le mieux, c'est de faire ça avec, comme on dit dans la voile pétole, pas de vent. Monaco, ça avait comme intérêt que c'était un peu prestige, que la principauté était prête à nous accueillir et qu'on pouvait, s'il y avait une micro-brise, décider de la position des barges pour être pile dans l'axe qui était quand même le plus confortable. Ça veut dire positionner en amont, ça peut être vraiment dans l'axe du vent, voilà, et si on l'avait dans un sens, on l'aurait eu derrière après. En termes de logistique aussi, vous éloignez de votre base un certain temps. Oui, il fallait stocker sur place, il fallait soit le gonfler ici et descendre façon roadshow sur place, donc ça compliquait un peu l'histoire. Bon, donc le record, vous savez comment le faire, vous allez faire des tentatives privées, vous allez voir, et puis quand vous êtes prêt... C'est ça. À quelle période? Alors on pense qu'on sera prêt cet hiver, donc c'est un peu vaste, un peu large, mais on aimerait bien être prêt courant novembre. Après, si on a des phénomènes qui sont un peu plus compliqués à traiter, ça peut traîner un peu. Ce serait peut-être décembre. On espère ne pas avoir un cas grave qui nous obligera à changer les choses et qui nous recueille beaucoup, mais voilà. Normalement, si ça se passe bien entre novembre et décembre, ça devrait pouvoir se faire. Et après le record, donc retransformer l'appareil pour commencer à sa nouvelle vocation d'appareil école. Alors, on pourrait dire que c'est sa 3e mission, l'appareil école. On espère entre-temps faire une petite traversée de la Méditerranée en lui additionnant des panneaux solaires. Et quand il va revenir, s'il fait ces 2 choses-là,
il reviendra et là, ce sera un peu sa retraite. Il sera, ce sera Et à quelle échéance, dans l'hypothèse où l'étape du record se passe bien, à quelle échéance tu envisages on aimerait bien faire ça été la 2024, mais ça me paraît traversée, court oui. parce que c'est cet hiver, ça laissera que quelques mois. Donc le record, enfin la traversée de la Méditerranée, dans le meilleur des cas, c'est été 2024, mais avec un peu plus de raison. Attention, il y a les Jeux Olympiques qui risquent oui, de. C'est pour ça, ça n'a pas forcément d'intérêt de le faire à ce moment-là. Donc, on Septembre, pense que ça nous octobre. laissera un peu le temps de Ouais. mettre nos panneaux solaires, de s'essayer à voler avec ça. Et 2025. Et sera une Méditerranée, donc d'où à où? bonne- Alors, si on suit les traces de Roland Garros, il faut aller de l'autre côté complètement. C'est-à-dire, Ouais. on peut poser en Corse et continuer. Nous, on se dit qu'on a une autre histoire à raconter. C'est que Santos Dumont, que certains connaissent, qui a été un des pionniers et de l'aviation et des dirigeables. Oui, il a commencé par les dirigeables. Hein. Voilà, et qui a fait la demoiselle après. Enfin bon, il a fait des belles choses. Santos Dumont était devenu ami de la famille du prince Albert, et le premier, lui. Et il a été accueilli à Monaco longtemps, et il avait comme grand espoir de traverser la Méditerranée de Monaco à Calvi, donc jusqu'à la Corse, avec un dirigeable. Ce qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait parce que sur ses jours vieillissants, il est tombé malade et il a fini par repartir au Brésil. Et bon, je raconterai pas la fin de sa vie qui était un peu triste. Qui était un peu triste, oui, voilà. Et nous, on se dit que finalement, si on fait cette traversée-là, mais aller-retour du coup, comme ça, on a quasiment, en termes de taille, une vraie traversée de la Méditerranée. On suit les traces de Santos Dumont, ce qu'il aurait rêvé de faire, c'est-à-dire Monaco-Calvi, petit coucou à Calvi et Calvi-Monaco, on revient. D'accord. D'accord, bon, ça fera une petite traversée, mais une traversée Cannes-Alger, ce serait Cannes-Bizerte. jouable. Bizerte, On oui. pense que ce serait jouable effectivement. Mais plus tard, après encore. Après, ce serait jouable. Alors, on peut aussi se dire, on peut refaire la manche qu'on a fait la première fois en beaucoup plus vite. Oui, bien sûr. On parle en minutes là pour le coup. Et Ça pourrait être une étape intermédiaire. Et tu Oui, crois je que crois- Gérard serait partant? Je crois que dès que la machine, oui, je crois que si on le refait, Gérard voudra à tout. Non, il sera pas partant. Il va m'obliger. Il va dire, c'est moi qui l'ai fait. la Gérard, première si fois. tu nous écoutes. Voilà, il va me dire, si tu refais la manche, c'est avec moi. D'accord. Oui, bah écoute, on l'aura sur le plateau, Bourget, parce que Bien sûr. il s'occupe d'Aviation sans frontières et c'est Bourget. un sujet qu'on aime bien. On l'aura vendredi matin, donc le 23 à On sera fatigué. 11h. Donc on lui glissera. Voilà, un vous petit mot. lui glisserez un petit mot en disant, si Pierre refait la traversée de la Manche avec son nouveau dirigeable, il paraît que tu devrais être dessus. Voilà, il va Ça nous va répondre ça va non, l'enchanter. j'ai arrêté, Non, tout tu ça. sais ce qu'il va faire, il va m'appeler pour me dire, je m'en doutais Pierre, merci. Bon, bah, on aura des nouvelles, donc on va suivre cette aventure-là, parce que moi, bien je sûr. trouve ça un petit peu sympathique, Ouais, et puis il y a des choses intéressantes. Alors donc, marché de niche, mais visiblement, il y a un avenir pour les dirigeables. Je pensais à ça dans le train ce matin. Je vis juste à côté de la Défense, on a une grue de construction qui s'est retournée il y a quelques mois. Ah bon? Par grand vent, c'était un spectacle assez marrant, et depuis elle est pliée. Et je me posais la question de comment elle va être enlevée, et on a la réponse. Il y a une grue de 750 tonnes qui va venir construire une autre grue encore plus lourde pour enlever les débris de la première. Et je pensais à ça, mais un dirigeable... Ceux de Flying Flying Wells, Wells, ceux ouais. de Flying Wells typiquement, seront adaptés à ce genre de c'est- choses. Ouais. il arrive, 3 câbles, et en une demi-heure, Ouais. j'exagère, mais c'est un peu l'idée. On pourrait parce qu'un hélicoptère va jamais avoir cette non, puissance. Un gros dirigeable pourrait avoir cette puissance de levage qui pourrait être intéressante. Alors évidemment, on est toujours dans des niches, mais ça pourrait être des niches vraiment spectaculaires et une aviation assez... Tu parlais d'une grue de combien 750 tonnes. Là, on est dans une niche. Ben voilà. Il y en a, Oui. ça court Et pas puis il les faut rues, la quand faire même. venir de très On est bien- loin, on est bien et d'accord. ça Ouais. vient avec Donc un là, gros pour camion. le coup, Ouais. sur ces domaines-là, la niche devient intéressante. Oui, bien sûr. Voilà, il y a peut-être des petits marchés. Puisqu'on parlait de Gérard Felzer il y a quelques mois, j'étais à une présentation sur sa péniche pour parler d'ASF, et il nous disait Aviation qu'avec sans frontières. avec Aviation sans frontières, Flying Wells, le projet lui l'intéresse pour amener des hôpitaux de campagne dans des zones Bien sûr. où il y aurait besoin. C'est un hôpital de campagne, c'est quelques Algeco, ça pèse déjà ça a du volume et du poids. On arrive, on dépose les bâtiments. Et puis il n'y a pas besoin Vous savez, Flying Wells d'infrastructure. aurait été prêt à l'époque du 380, au lieu de faire des routes spéciales pour transporter les morceaux de l'avion. Ah oui, ça aurait été tellement plus simple de passer par les airs, de prendre. Tu penses que ça aurait été possible? Ah oui, c'est même une des raisons d'être de ce genre de grand dirigeable, c'est de transporter des choses en termes de taille. On parle même plus de poids, là, de taille colossale, des pales géantes d'éoliennes, etc. Ouais. Des pales Et de les d'éoliennes, prendre, oui. et de les prendre chez le fabricant et de les poser sur le site. On n'a pas besoin de les poser quelque part et puis
par bateau, et puis d'aller par la route, et puis de construire Il y a une pas route spéciale, d'infrastructure. et puis zéro infrastructure. Mmh. Vous prenez à l'usine, Ouais, et vous ouais. les emmenez sur le chantier. Mmh. Pour peu qu'on ait un propulseur. Donc là, pas trop- niche ou pas niche, il y a quand même du Mais il y a business. un marché. Il y a un marché, ouais. Bon, donc le dirigeable a de l'avenir et on va suivre Et ça. plus on sera nombreux à y croire, plus il y aura de l'avenir. Voilà. Exactement. Et plus il y aura de gens aller à Friedrichshafen pour faire du Zeppelin MT, tout ça. Alors moi, je machin. conseille aux gens, tu connais Friedrichshafen, je conseille aux gens d'aller là-bas, c'est formidable. D'abord, vous pouvez voler en Zeppelin. Hein, tu vois Ça coûte un tout petit peu pour voler une demi-heure, mais faites-le. C'est Ouais, quand même un je beau m'étais vol rense- sympathique. Les gens de chez Zeppelin sont adorables, les pilotes sont adorables. Et vous verrez des belles machines. Il y a un musée incroyable. Oui. il est absolument Si vous vous super. intéressez aux dirigeables, alors là, vous avez vraiment, vous êtes comme un gamin dans son bain, c'est formidable. Ils ont reconstitué l'intérieur de Un morceau de l'Hindenburg. l'Hindenburg, Il y a des cabines. Alors c'est très spartiate et pourtant c'était du C'est- très grand c'est- luxe à Ce l'époque. musée est très bien fait. Mais ouais, le musée est Très, très bien extraordinaire. fait, très bien fait. Friedrichshafen, faut vraiment y aller. Il y a des beaux musées à faire. Il y a Et puis un c'est bel beau, c'est aérodrome. au bord du lac de Constance, c'est Et magnifique. C'est beau. Ouais. Ouais. C'est juste beau. Ah, Friedrichshafen. Oui, oui, bah c'est un endroit. Donc la prochaine fois, vous volerez tous en dirigeable. Voilà, ouais, Ah ouais, ouais. moi j'ai prévu de faire un Zeppelin. live. On fera du Twitch en direct. Ah, nous, dans on a Zeppelin. volé, on l'a fait. Hein, là, en équipe transocéan, on est allé là-bas voler. Ah oui ouais. On a Effectivement. sympathisé avec les gens de Zeppelin et les pilotes. Ouais. Bon, c'est un petit Forcément. budget, mais On leur a parlé de notre projet, ils ont adoré. ça se fait. Il y a combien de temps donc Oh, c'était c'était juste après le Covid, dès qu'ils ont, Ah oui, dès d'accord, qu'ils ont d'accord. recommencé à faire des vols. D'accord. Il n'y a pas si longtemps, quoi. Bon, dis, Gilles, t'aurais pas des trucs à nous montrer aussi Préparer des trucs là si, je vous ai apporté des, Un peu de lecture. Ah ouais, parce que, ouais, ouais. moi, je reprends le train, là, il me faut quelque chose à lire dans le train. des pins parlant abonnez-vous. Ah bah voilà, Ah bah voilà. exactement. Abonnez-vous à Aérobuzz. Aérobuzz.fr. Dis-le avec plus de conviction. Abonnez-vous. Et on s'abonne. Non, alors, Abonnez-vous à abonnez-vous. Télérama, non Non, bah, abonnez-vous à Aérobuzz. Voilà. Bon, alors, oui, effectivement, donc, cette semaine dans Aérobuzz, précisément, j'ai eu le plaisir de présenter deux bouquins. Donc, le premier, c'est la revue, le numéro 101 de la revue L'Alpe. Donc, L'Alpe, c'est une revue qui est éditée par le musée dauphinois et Glénat. Donc, c'est pas spécialement une revue aéronautique, si ce n'est que ce numéro. C'est une revue trimestrielle. Ce numéro est consacré à un gros dossier consacré au secours en montagne. Et le secours en montagne, là je parle à un montagnard aussi, le secours en montagne existe depuis qu'il y a des gens qui vivent dans les montagnes, c'est-à-dire depuis toujours. La seule chose, c'est que l'hélicoptère a quand même beaucoup changé la donne. Donc tout est. J'imagine que la référence là-dedans, ça doit être l'Alouette 3 qui a sauvé un nombre de vies. Alors même pas, mais Pas une photo de JBL, Juliette Bravo-Lima, la fameuse choucasse de gendarmerie qui est au musée de l'air. Non. Bah alors on parle évidemment, il y est question du premier sauvetage en 1956 qui s'est révélé catastrophique. Le nom des deux jeunes. Vincent Don et je sais plus, Henri. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de l'histoire, c'est pas que de l'histoire, c'est vraiment très très intéressant. On pose, un auteur pose la question du sens du secours en montagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette assurance, savoir que n'importe quelle bêtise que tu vas faire n'importe où, tu sais que tu auras un hélicoptère qui va débarquer avec des secouristes, voire un médecin. D'ailleurs, il y a un très très bon article qui s'appelle les médecins du vertical, qui soignent. Bon, mais donc du coup, ça ouvre la porte à toutes les dérives. Et c'est vrai que le secours en montagne aujourd'hui, les secouristes vont chercher des inconscients, des inconscients ou des gens qui sont partis alors qu'il fallait pas partir, qui Voilà. sont partis pas équipés alors qu'il fallait s'équiper, etc. Ils sont partis etc. avec des trucs qu'on comprend pas pourquoi ils sont partis avec. Il y a eu des anecdotes célèbres. Mont Blanc. ou des gens qui sont partis pour faire des vues sur YouTube et ça s'est mal passé. Et eux, ça termine pas au tribunal, si Non. Et en plus, Peut-être que ça devrait. Parce que je pense que alors quand on met en danger les équipes de secours pour être allé faire un truc complètement idiot. Il y a un moment où on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, ça peut avoir des conséquences. Oui, tout à fait. Donc bon, moi je vous conseille cette lecture parce que en plus c'est vraiment super bien illustré, très bien écrit.
Et puis, il y a une maquette remarquable. Donc ça, c'est vraiment un plaisir. Puis quand on aime la montagne et l'aviation, là, on se régale. Voilà, donc ça, c'était le premier. Donc ça coûte 18 € et vous le trouvez en kiosque ou en librairie, ou directement chez Glénat. Chez Glénat, ouais. Voilà. Et puis, le deuxième, vous l'avez entreaperçu la semaine dernière, puisque je crois qu'on l'avait reçu, c'est un livre à l'occasion des 100 ans des autogires. C'est Patrick Perrier qui signe ce livre. Il a l'habitude de faire des bouquins comme ça qui réunissent beaucoup de photos. Et là, donc, il s'est focalisé sur l'autogire. Alors l'autogire, c'est un drôle d'engin qui est, c'est ni un avion ni un hélicoptère, et pourtant c'est une machine assez extraordinaire. Le premier vol de l'autogire, c'était 1923, puisque c'est les 100 ans cette année. Il y a eu un passage à vide. Ça a été relancé par les constructeurs amateurs qui se sont emparés de la formule. Et puis, depuis les années 80, il y a des constructeurs qui se sont lancés sur ce marché et qui produisent aujourd'hui des machines assez extraordinaires. Et notamment, quand on va à Friedrichshafen, il y a quasiment un hall entier consacré aux autogires, des machines qui peuvent atteindre presque 200 000 €, climatisées, avec intérieur cuir, une avionique remarquable, le chauffage, tout. Donc voilà. Donc l'autogire, c'est une machine qui mérite d'être connue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une machine. Tu as eu l'occasion ? Alors moi, j'ai eu la chance de voler 2 fois en autogire avec un ami, et j'avoue que l'expérience m'a énormément plu. Mais les autogires sont des machines qui traînent une réputation un peu sulfureuse. Alors on va en parler. On va faire le dernier sondage. Le dernier sondage de l'émission. Les autogires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Même pas en rêve, je monte pas sur ce truc-là, j'ai peur. En 2, l'essayer, c'est l'adopter. En tout cas, c'est mon cas. Et 3e option, je demande à voir. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Toi, l'autogire, t'en penses quoi ? Alors moi j'adore, je suis pilote et j'en ai un. Donc, tu as un autogire, c'est un autogire biplace côte à côte. Mani, un italien. Superbe. Dans ma vie, j'ai fait de l'hélico. Et puis quand j'ai arrêté l'hélico, je me suis dit, je connais bien les voleurs tournantes, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus simple ? Et puis je voyais passer des autogires au-dessus de chez moi. Donc j'ai tenté le coup et j'ai adoré. Jean Massier. Méfiez-vous, c'est comme une drogue. Excuse-moi de t'interrompre. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Jean Massier qui me pose une question. Ça a l'air bruyant, lent et peu agile. Alors bruyant, c'est un Rotax, donc souvent, donc c'est relativement discret. Bon, en vol, lent, 100-120 km/h sans trop de problème. Même plus. On peut dire 120-130. Et peu agile, non, justement. Au niveau agilité. Un domaine de vol incroyable. On va laisser parler le pilote, là. On va laisser passer. Mais merci Jean pour la remarque, elle était intéressante. Oui, non, c'est les idées reçues, c'est très très agile. Oui. Le domaine de vol est assez incroyable. On peut tourner sur place, on fait des virages arrêts sur place comme ça, on fait de l'autorotation verticale, on fait de la marche arrière. Un autogire fait très bien de la marche arrière. Ça pose très court. C'est ça aussi. On est capable de poser sur 30 mètres. Dans le bouquin, là, il y a un parallèle entre un avion et un autogire, où on voit la distance de décollage et d'atterrissage. C'est assez remarquable. Le décollage, c'est un peu plus long, mais on est capable de poser très très court. Ça dépend de la masse. Alors effectivement, moi, quand j'avais volé avec... on était 2 frais d'abord, et on a à peu près le même volume. Bon, c'était un peu poussif. Une fois que c'est en l'air, c'est extraordinaire. Jean, si ça t'intéresse, moi j'ai un copain qui en a une du côté de Moisselles, au nord de Paris. Il y a longtemps que je ne suis pas allé le voir. Il y a longtemps que je n'ai pas volé. Donc, à la limite, ça peut se faire, ça peut s'organiser. C'est une découverte. Moi, j'avoue que voler avec cette machine-là, j'avais un petit peu d'impréhension. Avec un pilote qui maîtrise son truc et qui a l'habitude de faire des baptêmes de l'air, justement, avec des gens qui découvrent l'engin. Moi, il m'a convaincu. En plus, c'est un mec qui est adorable. Il porte un prénom extraordinaire. Il s'appelle Frédéric. Mais à l'occasion, c'est un truc qui peut s'organiser, ça. Vraiment, c'est un chouette engin. Au niveau maniabilité, c'est très très maniable. C'est vraiment très maniable. C'est une machine incroyable. On est
Je crois que dans les montagnes, alors nous ici dans les Alpes, c'est un engin qui est formidable parce qu'on est vraiment capable de suivre les reliefs, de faire. Et on a fait une course avec une moto. On avait en prévision au Versou il y a quelques années de ça, de faire une patrouille autogire, patrouille à 3. Et je pense qu'on a commencé les répétitions ensemble, c'est assez surprenant. Mais vu de l'extérieur, effectivement, ça a l'air d'être. Du moins, moi, avant de monter dedans, j'avais l'impression d'un truc bricolé. Et que ça allait. Ouais, un peu Mad Max. Il y a une belle séquence avec un autogire. Et donc, bruyant. Très bruyant et qui vibrait partout. Et je me suis retrouvé dans une limousine. Et incroyable, ça fait pas de bruit là. Tu vois, Jean tu dis bruyant, non, pas de bruit, pas de vibration. Et puis alors, c'est vrai que tu avances, puis d'un seul coup tu t'arrêtes, pom, tu repars, hop, c'est incroyable. Ah oui, ça s'arrête, ça repart. Il y a très peu de situations où on se met en danger. En fait, c'est très tolérant. Même les nouveaux pilotes, vous êtes en l'air, vous volez, vous avez les gaz, vous baissez la poignée à 0. Qu'est-ce qui va se passer ? Tranquillement. Ça va se mettre à descendre tranquillement. Parce que c'est le rotor qui... Il n'est pas motorisé, donc il est au-dessus de vous comme un parapente. C'est une aile. Donc il n'est pas entraîné. Il n'est pas entraîné. Donc c'est un rotor qui tourne par lui-même parce que... Par l'effet du vent. Par votre poids. Ouais. Ah oui, d'accord. L'effet du vent, effectivement. Donc il faut garder du poids sur la machine. Il ne faut pas s'amuser à faire du 0G, c'est là où on se mettrait en danger. Ouais. Mais sinon, c'est hyper tolérant. C'est hyper tolérant. Vous pouvez, à n'importe quel moment, vous arrêtez tout, ça ne va pas comme vous voulez, vous remettez un peu de manche, vous reprenez de la vitesse, c'est redoutable. C'est un parachute au-dessus de soi. D'accord. Et les moteurs qui sont dessus, tu disais donc des Rotax. En France, c'est forcément 109 chevaux maxi. Alors les Rotax, aujourd'hui il y a même un nouveau qui est sorti, qui est l'injection qui va au-delà de ça et qui a été autorisé sur les autogires, qui va en crête jusqu'à 130 et quelques, je crois, chevaux, et qui fait plutôt en nominal un bon 115 aujourd'hui. Avant ça c'était 115 en crête et 100 en nominal, mais là ça a augmenté un peu et c'est toléré, c'est autorisé. Donc, et les autogires avec ces moteurs-là, les nouveaux là, ils se sortent de toutes les situations, même les plus compliquées. Mais comme le dit JBO, c'est vrai qu'à Friedrichshafen, on en a vu beaucoup, mais il y en a un, entre autres, qui nous a vraiment bluffé. Là, c'est le Sensor 600. Je ne sais pas si tu le connais, mais déjà, il est très profilé. Oui. Et puis, alors, d'un point de vue mécanique, c'est remarquable. Ah oui, c'est très beau. Aujourd'hui, c'est plus... on pourrait dire que les 50 premières années ont été un peu du bricolage. Aujourd'hui, non, les professionnels, les constructeurs font des choses assez formidables. C'est la même évolution que l'ULM, qui au début c'était du bricolage. Et puis finalement... Sur le mien, au niveau tableau de bord, j'ai un Skyview Dynon. Voilà. On se croirait dans un Boeing. J'ai 2 écrans. Bon. Celui sur lequel j'ai volé était ouvert, c'est une moto. C'est une moto, ça m'a paru même moins dangereux que la moto finalement. J'ai fait un jour un tour de périph' à l'arrière d'une moto, j'ai eu beaucoup plus peur que de faire ce tour d'autogire ou alors où on a manœuvré. C'est comme en avion, il ne faut pas monter avec n'importe qui. C'est ça. Ah, j'étais avec... Bon. Ça dépend un peu de son pilote, son instructeur. Mais oui, c'est une expérience à tenter. Il y a des gens qui savent faire des expériences de vol assez agréables. C'est des machines qui, à l'heure de vol, c'est pas si dramatique que ça. Je sais pas. Tu as une idée, toi, de l'heure de... L'heure de vol, si on enlève le coût de la machine... Dans un club, aujourd'hui... Alors, dans un club, je ne saurais pas vraiment les prix, parce que moi, j'ai le mien, je ne suis pas vraiment au courant, mais je pense que c'est pas très cher. Tu consommes combien à l'heure ? Seul à bord, je dois faire à l'heure entre 15 et 16 litres, 15 litres, peut-être même 14, selon la vitesse à laquelle je vole. C'est pas énorme, hein. À l'heure. Par 130 à l'heure. Donc si vous faites une ligne droite à 130, on fait un peu de chemin. Et tu as combien d'autonomie ? Autonomie, moi j'ai 82 litres de réservoir, j'ai quasiment 5 heures. 4 à 5 heures. Ah oui. Donc je pourrais pratiquement traverser la France en une fois, ce qu'on ne fait pas, parce qu'on n'est pas idiot, donc on s'arrête en cours de route, manger un petit sandwich et puis refaire plein. Mais je suis allé à Royan, je suis allé à Jonzac. Et avec, tu peux te poser sur un aérodrome contrôlé. On pose sur tous les terrains du ULM. Beaucoup d'aérodromes, il faut quand même savoir si les ULM sont autorisés. Il y a des aérodromes ou aéroports où ça l'est pas. Donc il faut savoir avant. Si on est vraiment en panne, ça m'est arrivé une fois, j'étais pas en panne, mais il y a l'orage qui arrivait fort. J'ai posé dans un champ. Je crois qu'en cas de danger, tout est permis, évidemment, poser dans un champ. Et ça pose très court. Mon pilote a l'habitude de partir de la région parisienne et d'aller en Bretagne avec son autogire, avec sa femme et les bagages. Et lui, comme il faut l'autorisation des propriétaires pour se poser dans un champ,
Ça lui est arrivé plusieurs fois de repérer un tracteur en train de travailler dans un champ et de se poser à côté du tracteur pour dire excusez-moi, est-ce que j'ai l'autorisation de me poser et, mais c'est quoi comme engin et puis il rencontre des gens comme ça et il y a un côté sympathique un peu à l'ancienne. Il y a un côté un peu aventurier en même temps. Ouais, qui est très étonnant. Bon, voilà. Alors, je voulais juste apporter une précision parce que c'est vrai que vous avez une idée du nombre d'autogires qu'il y a en France ? Aucune. Pas Mais du beaucoup tout. parce qu'il y a beaucoup de Je propriétaires pense qu'il y en a privés. pas mal. Au Versou, il doit y en avoir moins 15. Donc il y en a pas mal. La DGAC en comptabilise actuellement 869. Ça ne m'étonne pas. Et il y a 1364 licenciés pilotes d'autogire. Ah, voilà. Oui, ça progresse très vite. Et c'est vrai que bon, je vous parle du haut de gamme à 200 000, mais il y en a autour de 50 000. Entre 50 et 100 000, on en trouve une multitude de super bien équipés. Ouais, non, c'est une machine qui génère un a priori. Mais il faut aller au-delà. Qui a une mauvaise réputation. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. On a une réponse au sondage justement sur cette réputation du cher Serge, Magnéto Serge. Ça y est, Serge, il s'est endormi. 71%, l'essayer, c'est l'adopter. 71%, l'essayer, c'est l'adopter. Bon ben voilà. On fera peut-être un jour une émission spéciale autogire parce que visiblement le projet intéresse. Ce sont des formes d'aviation qu'il faut. Aviation légère, intéressante. Aviation légère, pas novatrice parce que ça date d'un siècle, mais ça reste des machines intéressantes. Bon, oui, et puis c'est peut-être, quand je disais, c'est ni un avion ni un hélico, mais ça se rapproche quand même de l'hélico par certains côtés. Donc, par certains côtés, par l'ULM. Par le décollage et l'atterrissage, où on est un petit peu plus proche de l'avion, en plus court. Ouais. C'est vrai qu'en vol, l'attitude de vol et les commandes ressemblent à celles d'un hélico. On a le manche donc, qui nous fait les mouvements de l'assiette traditionnelle d'un hélico. Les gaz, là on a une hélice qui pousse qu'on n'a pas sur un hélico, il faut le mettre en avant pour avancer, mais oui, on vole, ça se rapproche un peu. On peut pas faire des vrais stationnaires, on fait des autoroutes verticales. Mais quand on est très haut, ça donne la sensation d'un stationnaire. C'est-à-dire quand vous êtes au-dessus d'un beau château et que vous êtes très haut, vous dites à votre passager, on va s'arrêter, on va regarder, et là on fait une descente en autoroute. Tant qu'on n'est pas près du sol, il a l'impression d'être sur place. Donc le château grossit petit à petit, mais il est sur place. Et tu en fais depuis longtemps ? Moi, j'en fais depuis 2014, donc c'est pas hyper vieux. Une dizaine d'années, oui. Mais c'est quand j'ai arrêté de faire de l'hélico, parce que j'avais un petit hélico que j'ai vendu. Et donc, pour des raisons d'entreprise, mon entreprise avait besoin de trésorerie, donc j'ai vendu mon hélico pour remettre un peu de sous dans l'entreprise. Et depuis, je fais de l'autogire. Quand je fais quelque chose de motorisé. Sinon, c'est parapente et dirigeable électrique. Donc c'est motorisé, mais... Il n'y a plus de CO2 là. Ça aussi, il faudrait que j'essaye le parapente. Il y a plein de trucs encore à essayer. Bon, écoute, on a fait le tour. On a plein de projets. On a encore plein de projets d'émissions. Donc, faut qu'on programme un truc sur les autogires, un de ces quatre. Oui, sans problème là. Ouais. On a toujours un rituel dans cette émission. C'est de demander à notre invité de nous parler d'un souvenir de Jump City. Ça m'est arrivé une fois il y a longtemps, à l'époque on pouvait encore faire ça, les portes n'étaient pas blindées et inouvrables, et où j'avais fait, je pense que c'était Paris-Lyon, sur un petit avion, j'essaie de me rappeler lequel c'était un petit avion de ligne, et où j'avais demandé si je pouvais regarder un petit peu ce qui se passait dans le cockpit, et on m'avait dit ce sera mieux, vous ferez l'atterrissage. Et ils étaient venus me chercher un peu avant l'atterrissage, ils m'ont installé au milieu, sur le jump seat, et j'avais trouvé ça vraiment sympa de faire l'atterrissage sur un gros avion. C'était vraiment un gros avion. Petit pour les très gros, mais gros pour moi.